Diapositive 21, je vous ai parlé de subjectivité, cette vilaine subjectivité qu'on essaye d'enlever de la médecine parce qu'elle serait absolument horrible et fausserait la bonne science. Je voulais citer cette phrase de Francisco Varela, qui est un spécialiste des sciences cognitives, et qui a écrit que les scientifiques devraient créer une nouvelle science de la conscience où la subjectivité n'est ni réduite ni occultée mais centrale. Alors bien sûr, Francisco Varela ne parle pas de la médecine en général, il parle des sciences de la conscience, mais c'est tellement vrai. Et comme Google l'a fait pour organiser l'information, il faudrait vraiment qu'on comprenne que la subjectivité, ça peut être une grande force, et que si on arrive à utiliser la subjectivité sans tomber dans le piège de la magie et la manipulation, c'est quelque chose d'infiniment plus riche que la pseudo-objectivité des sciences dures, de cette chose qui fait que l'on réduit les choses, que l'on disjoint, et que finalement on est fier d'avoir fait de la science alors qu'on a fait quelque chose qui n'était pas si intéressant que ça. On va prendre des exemples précis. Une devinette, comment identifier la meilleure classe dans un collège, devinette que j'avais posée au groupe lors de ma présentation. Les gens n'ont pas trouvé la solution, quand on ne la connaît pas, on ne la trouve pas. Tout le monde pense à des critères objectifs, les professeurs sont les plus titrés, il y a le meilleur résultat in fine dans la classe au bac plus tard. Non, le meilleur critère pour identifier la bonne classe dans un collège, il est tout simple, c'est la classe où les enseignants mettent leurs enfants. Et comme quelqu'un l'a fait remarquer lorsque j'ai dit ça pendant la présentation, c'est même pas uniquement les enseignants, c'est les bons enseignants. Et on retrouve notre pondération qu'on avait dans la fiabilité de la formation des médecins généralistes qui disait c'est pas la majorité de mes pairs sur le groupe de discussion qui a raison, c'est la majorité des pairs pondérés par ce que je sais d'eux. Et donc la meilleure classe dans un collège, le meilleur critère, c'est tout simplement là où les bons enseignants mettent leurs enfants. Et c'est un critère complexe, c'est-à-dire qu'en fait, ce critère-là, il paraît subjectif, mais en fait, il agrège un grand nombre de critères objectifs qu'il contient et qui ne sont pas montrés. Les enseignants savent exactement apprécier l'environnement, ils y vivent, ils savent comment fonctionne un collège, ils connaissent la qualité des enseignants. Et donc, il suffit tout simplement de fédérer les choix des enseignants pour déterminer la meilleure classe dans un collège. Eh bien, on verra pour la médecine, c'est pareil, et finalement, comment identifier un bon chirurgien? Est-ce que c'est pas simplement le chirurgien chez qui les médecins ou les infirmières de l'hôpital vont se faire opérer? On y reviendra tout à l'heure. Le PageRank, c'est quelque chose de totalement subjectif, on l'a vu tout à l'heure, et pourtant c'est un des meilleurs critères de tri de la formation, en tout cas le critère que la majorité d'entre nous et que la majorité du public ont choisi. Un petit mot aussi du filtre anti-spam de Google, vous savez, ce spam, ce courrier qui envahit nos boîtes aux lettres, ce courrier publicitaire dont on cherche à se débarrasser. On a essayé de lutter contre ça par l'objectivité, par mesurer objectivement le nombre de fois où il y avait des termes comme sexe, comme monnaie, comme emprunt, comme Viagra. Et finalement, ça ne marchait pas, ça triait mal, il y avait du silence, c'est-à-dire que finalement, on occultait des bons messages, ou au contraire du bruit. Bref. Finalement, Google a résolu le problème. Il a considéré, en fédérant les avis de tout le monde, qu'un spam, c'était un message qu'une majorité d'utilisateurs considérait comme un spam. Et à partir de ce simple critère fait sur des centaines de milliers d'utilisateurs de son service de courrier, eh bien, ceux qui utilisent Gmail, mais c'est bien sûr étendu à d'autres services de courrier, n'ont plus de spam. Moi, je suis passé de 400 spams par jour du fait de mes activités à 1 ou 2 spams par jour et je n'ai quasiment jamais de mail qui ne soit pas un spam qui ait été considéré comme tel par Google. Donc, c'est une révolution qui est faite sur un critère totalement subjectif, mais qui, avec la loi des grands nombres, devient quelque chose d'extrêmement précieux. L'autre chose que je trouve amusante, c'est la place de l'objectivité dans la promotion des scientifiques. Autant les scientifiques font la promotion de l'objectivité, bien sûr, autant quand il s'agit de se promouvoir entre eux, c'est-à-dire de faire accéder au rang de responsable de recherche, un des chercheurs ou un étudiant, à ce moment-là, certes, il y a des critères plus ou moins objectifs qui sont des publications, mais dont tout le monde sait que c'est pas si évident que ça, et bien sûr, les relations interpersonnelles, les réunions, les commissions ont tout leur poids et on est dans une pure subjectivité. Donc, la subjectivité est vraiment présente dans la science, aussi bien dans la fabrication de la science que dans le recrutement des chercheurs. Je voulais aussi parler dans la subjectivité du groupe qui m'a aidé dans cette réflexion, à savoir des pseudos, Autre Soir, Rhapsody, Mariamine, Ravel, Alouest, Terrence, Sibylle, Campagnol, PA, PHE, et pourquoi? Parce que sur le forum Médecine 2.0 que j'avais créé il y a 3 ans, il y a eu 4000 messages échangés, et que beaucoup de choses que je vous ai exposées aujourd'hui sont liées à la réflexion et aux échanges que j'ai eus avec des membres de ce forum et qui m'ont aidé dans ma réflexion, qui m'ont fait découvrir les auteurs que je vous ai cités, que je ne connaissais pas il y a quelques années. Alors,
Oui, c'est de la subjectivité, c'est encore du réseau, mais je voulais quand même placer cette liste de personnes quelque part, ça me paraissait important. Et d'ailleurs, ces personnes m'ont permis d'écrire toute une série d'articles dans la revue Médecine sur la qualité et la santé pour sortir de l'impasse actuelle. C'est à partir d'octobre 2008 et dans les 5 numéros suivants où vous avez pas mal de choses qui reprennent des idées concernant la qualité, sa mesure et la médecine 2.0. Thomas Kuhn est un historien des sciences qui a travaillé sur la structure de l'évolution scientifique. Et il a expliqué que le paradigme, le système de pensée n'évoluait pas de façon continue et qu'en fait il y avait des ruptures régulières et que finalement il y avait un moment où une nouvelle théorie ne s'imposait, et elle s'imposait uniquement quand elle avait réussi à prendre la place de la précédente. Ce n'est pas parce que les choses évoluent et que les nouvelles théories sont bonnes qu'on les adopte. On les adopte quand elles permettent de résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. Le raidissement scientifique, l'objectivisme majeur, les indicateurs de qualité, les absurdités qu'on voit actuellement en matière de santé, c'est encouragé par les gestionnaires. Et les gestionnaires, ils ont un problème, ils dépensent des sommes d'argent colossales, et ils ont besoin de pouvoir mesurer où va cet argent et ce qu'il devient. Ils ont besoin d'indicateurs de qualité, ils ont besoin de savoir qui travaille bien, qui travaille mal, est-ce que l'argent est bien utilisé. Et comme nous n'avons pas pour l'instant suffisamment développé la médecine 2.0 pour pouvoir identifier de façon précise la qualité des soins et la qualité des soignants, ils utilisent le vieux système, ils utilisent l'ancien système, ils savent que c'est mauvais, ils savent que c'est délétère, mais comme personne n'a de solution active et concrète à proposer, ils disent en privé, oui, je sais que ça ne marche pas, mais malheureusement, je suis forcé de le faire et je n'ai pas de solution différente à proposer. Pourtant, une approche subjective pourrait être intéressante et j'en ai une à vous proposer qu'Antonio m'a demandé de vous présenter aujourd'hui. Diapo 23, des bons. Donc c'est un projet concret que j'ai mis en œuvre avec mon associé Philippe Hamelin, qui est de créer un sociogramme qualitatif pour remplacer la mesure de la qualité sur les indicateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on le disait tout à l'heure pour les instituteurs, comme je l'ai abordé tout à l'heure pour les médecins, c'est-à-dire que finalement, le fait de savoir chez qui les médecins vont eux-mêmes se faire soigner est peut-être un bon indicateur de qualité. De même que lorsque Google nous dit le fait de savoir vers quelle page sont faits les liens à partir d'une autre page peut être un indicateur de pertinence, le pari est de se dire finalement, les préférences des médecins pour d'autres médecins, si on arrive à enlever les éléments de non-sincérité, les compérages, les retours d'affection, enfin tout ce qui pourrait entacher d'irrégularité un tel sociogramme, pourrait permettre éventuellement d'identifier la qualité. Et donc nous avons le projet de monter ce type de sociogramme, de monter ce type de base de données, pour voir ce qu'on pourrait en sortir en termes de qualité. Et bien évidemment, on sait qu'on n'aura jamais aucune aide institutionnelle pour faire ce genre de choses. Au plus, peut-on espérer de la neutralité, car tout paradigme en place lutte contre la concurrence. Et le paradigme actuel fait d'indicateurs et de mesures de qualité, bien évidemment, ne va jamais nous aider à faire quelque chose qui va risquer de détrôner cet ancien système, comme Google a pu détrôner les anciens moteurs de recherche. Dans ce projet, il y a quelque chose qui m'a personnellement beaucoup marqué, c'était Larry Bryant. Larry Bryant est quelqu'un qui gère la fondation philanthropique de Google, encore Google, mais ça représente beaucoup d'argent, et qui racontait quand il était interviewé, que Steve Jobs, qu'il avait rencontré, lui avait donné un conseil tout à fait extraordinaire. Il lui avait dit ne va jamais chercher de l'argent quand tu veux faire quelque chose en pensant que tu vas en dépenser. Si tu as une bonne idée, monte-la comme si ça devait être une entreprise et fais en sorte qu'elle s'autofinance. Et je crois que c'est un bon réflexe dans un monde où finalement le financement ne va pas forcément là où il devrait aller. Et ce projet que l'on essaye de monter devra être autofinancé. Il devra, s'il est utile, trouver une façon de fonctionner qui l'autofinance de façon à ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Et heureusement, les projets sur Internet ne coûtent pas cher. Donc, voilà un exemple concret aussi que nous allons médiatiser dans les mois qui viennent, qui est destiné aux professionnels et qui permettra peut-être d'avoir une autre échelle qualitative en matière de santé pour sortir de la souffrance générée par tout cela.